Je n'ai jamais dit à la famille de ma femme que je possédais l'entreprise de 15,8 millions d'euros qui payaient leur salaire, jusqu'au jour où ils ont mis ma fille à la porte sous la neige, la veille de Noël. La nuit où ma fille m'a appelé en sanglotant depuis un porche couvert de givre, j'étais plongée jusqu'au coude dans une canalisation rompue dans un immeuble commercial dont j'étais le propriétaire. Je veux que vous preniez le temps de réaliser la situation. Mon adolescente de 16 ans, Sophie, se tenait dehors, vêtue d'un simple pull léger, grelottant par une température de -5 degrés Celsius, tandis que 40 membres de la famille de sa mère riaient et buvaient du vin chaud derrière une fenêtre illuminée. Et moi, j'étais à 90 minutes de là, les poignets trempés dans de l'eau glacée, en train de réparer une fuite dans un bâtiment dont mon nom figurait sur l'acte notarié. C'est ce qu'ils n'ont jamais su. C'est le secret que j'avais gardé pendant 8 ans à la demande de ma femme, et c'est ce détail qui était sur le point de briser chacune de leurs carrières avant la nouvelle année. Mais je vais trop vite. Je m'appelle Daniel Whittaker, j'ai 41 ans. J'ai fondé Whittaker Solutions Habitat en 2011 avec 17 000 euros. Économisés en travaillant dans le bâtiment, un vieux fourgon d'occasion et une licence d'entrepreneur obtenue l'année précédant la naissance de ma fille. En 2023, l'entreprise comptait 44 salariés à temps plein, 3 directeurs régionaux et un chiffre d'affaires annuel brut de 15,8 millions d'euros. Nous gérions des contrats de maintenance résidentielle et commerciale dans 5 départements. J'en étais fière de cette manière discrète que seuls ceux qui bâtissent quelque chose à partir de rien peuvent comprendre. Ma femme, Claire, était fière d'autre chose. Elle était fière de son nom. Elle était fière de la réputation de la famille Collin. Une esthétique, vieille France, mêlée à une anxiété de nouveau riche, la pire combinaison possible. Son père, Martin Collin, avait passé 30 ans dans le management intermédiaire chez un distributeur de papier et avait développé la conviction inébranlable que la valeur d'un homme résidait entièrement dans la couleur de son col de chemise et son code postal. Martin utilisait le mot « classe » comme d'autres utilisent le mot « Dieu » constamment, avec révérence, et presque toujours pour rabaisser quelqu'un d'autre. Quand Claire m'a présenté pour la première fois, je portais un jean et des chaussures de sécurité. Je conduisais un vieux Ford F-250 avec un garde-boue manquant du côté passager. Martin m'a dévisagé avec le regard d'un homme qui examine un produit qu'il a déjà décidé de reposer en rayon. Un ouvrier, a-t-il dit. Ce n'était pas une question, c'était un constat. Chef de chantier, a rectifié Claire rapidement. C'était le premier mensonge, et il est sorti si naturellement que j'ai failli ne pas le remarquer. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'étais amoureux. J'avais 33 ans et j'étais complètement désarmé par une femme qui riait à mes blagues et qui ne se souciait pas de mes mains calleuses. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard lors d'une petite cérémonie. La famille Collin est arrivée dans des tenues coordonnées, comme une équipe. J'ai porté mon meilleur blazer et j'ai reçu 3 réflexions désobligeantes avant le dîner. Après le mariage, Claire m'a assis, les mains sur les miennes, avec ce regard vert si particulier quand elle avait besoin de quelque chose. Ce sont des gens fiers, Daniel. Ils ne t'accepteront jamais s'ils connaissent la vérité. Laisse-les croire que tu es simple chef de chantier. Laisse-moi gérer ma famille. J'aurais dû demander ce que gérer signifiait à long terme. Je ne l'ai pas fait. J'ai hoché la tête. J'ai serré ses mains et j'ai discrètement enfermé toute mon identité dans une boîte que j'ai cachée au sous-sol de notre mariage pendant 8 ans. Voici à quoi ressemble 8 ans de silence vu de l'intérieur. Vous assistez à 43 repas de famille des Collin.
Vous mangez à une table où votre beau-père fait des plaisanteries sur votre camion. Vous souriez. Vous passez la corbeille à pain. Vous écoutez Martin décrire votre profession comme de la plomberie glorifiée. Alors qu'il porte à son poignet une montre qui vaut le bénéfice trimestriel de votre entreprise. Vous regardez votre beau-frère, David Collin, se faire embaucher parce que Claire a discrètement recommandé son nom, et vous le placez sur la liste de paie à 55 000 € par an parce que vous aimez votre femme et que vous voulez la paix à Noël. Puis viennent le frère de David, Marcus, puis le neveu de Martin, Tyler, 4 cousins, 2 oncles, un ami de la famille nommé Greg que Martin a recommandé personnellement, et inévitablement, vous ouvrez le répertoire du personnel. Vous tapez « Collin » et vous voyez 11 noms s'afficher avant même d'avoir terminé la recherche. 47 personnes au total avaient un lien avec la famille Collin dans cette entreprise. Certains ne se connaissaient pas, mais suffisamment d'entre eux étaient liés pour que l'ensemble prenne une tournure cancéreuse. J'ai choisi de ne pas examiner cela de trop près parce que Claire me l'avait demandé, parce que je l'aimais, et parce que parfois, l'amour n'est qu'une accumulation lente de choix qui semblaient anodins sur le moment. J'ai laissé Martin dépenser mon argent tout en se moquant de mes bottes. J'ai laissé Linda, la mère de Claire, une femme précise qui portait ses foulards en soie comme une armure, m'offrir de l'argent pour un costume décent lors d'un déjeuner de Pâques en 2019. J'ai remis l'enveloppe dans sa main sans l'ouvrir et j'ai dit « J'apprécie l'attention. » Linda, ce qui était la partie la plus humiliante. Je me disais que c'était une stratégie à long terme. Je me disais que rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que je connaissais la vérité, même s'il l'ignorait. Je me racontais beaucoup de choses qui semblaient plus nobles qu'elles ne l'étaient en réalité. En fait, j'avais honte de perturber le bonheur de Claire, même quand ce bonheur se faisait au prix du mien. Puis est arrivé le 24 décembre 2023, à 21h12. La canalisation a rompu à 19h50 dans un complexe commercial dont nous gérions l'entretien depuis 4 ans. L'employé de garde, un bon gars nommé Pet, est arrivé en premier, a évalué les dégâts et m'a appelé car la réparation nécessitait une décision que je devais prendre en personne. J'ai appelé Claire. Elle était déjà chez ses parents avec Sophie, notre fille. Je lui ai dit que j'aurais 2 heures de retard, peut-être plus. Elle a soupiré comme elle le faisait toujours, comme si je le faisais exprès, et a dit « Très bien, Daniel. On se verra quand on se verra. » Je suis allée au complexe commercial. Je me suis glissée dans le vide sanitaire et j'ai commencé à travailler. Mon téléphone a sonné à 21h12. J'ai failli ne pas répondre. J'étais au milieu d'un remplacement de raccord et mes mains étaient sales et engourdies. Mais j'ai vu le nom de Sophie sur l'écran et quelque chose d'involontaire et paternel m'a poussé à décrocher. Papa? Sa voix était brisée, on entendait le vent en arrière-plan. S'il te plaît, viens me chercher. Je suis dehors. Il gèle. Je suis sortie du vide sanitaire si vite que je me suis cogné l'épaule contre une poutre. Quoi? Où es-tu? Que se passe-t-il? Sur le porche. Papy Martin se moquait encore de ton camion. De l'histoire du garde-boue manquant. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit que ce n'était pas drôle. Une pause. J'entendais qu'elle essayait de contrôler sa respiration. Il s'est mis très en colère. Il a dit que j'étais irrespectueuse dans sa maison. Et il m'a mise dehors. En me disant d'attendre sur le porche jusqu'à ce que je sois capable de m'excuser. Ma mâchoire s'est contractée. Où est ta mère? Le silence qui a suivi a duré 3 secondes. Il m'a tout dit.
Elle a dit que je devrais juste m'excuser. Papa, je marche déjà vers ton camion. Sophie, écoute-moi. Je monte en voiture. Je serai là dans 20 minutes. Est-ce que tu es assez couverte? J'ai mon pull. J'ai laissé mon manteau à l'intérieur. -5 °C, un pull léger, ma fille de 16 ans sur un Porsche parce qu'elle avait défendu mon non. J'ai parcouru les 90 minutes de route en 63 minutes. Je ne me souviens presque de rien, sauf de la température sur mon tableau de bord et de cette colère froide, cristalline, qui s'installait dans ma poitrine. Pas chaude, pas explosive, juste froide. Ce que j'ai vu à travers la fenêtre, elle était debout. À l'extrémité du Porsche, les bras croisés, son sac à dos posé à ses pieds comme si elle avait voulu partir sans savoir où aller. À travers la baie vitrée des Collin, je voyais la lueur du sapin, Martin au bout de la table, riant, et Claire près de la cuisine, une flûte de champagne à la main, la tête inclinée. Comme elle le faisait quand elle jouait la comédie pour une audience. Elle n'était même pas sortie. J'ai enroulé mon manteau autour de Sophie sans dire un mot. Elle s'est retournée et m'a serré fort contre elle, comme quand elle était petite. Je l'ai tenue un long moment, elle tremblait. Puis je me suis dirigée vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte d'un coup de pied. Pas un coup, un véritable coup de bélier. La porte a claqué contre le mur intérieur avec un bruit de coups de feu. 40 personnes se sont tuées en moins de 3 secondes. La musique s'est arrêtée, les fourchettes sont tombées, 40 visages se sont tournés vers moi. Martin se tenait près de la cheminée, paraissant soudainement beaucoup plus petit qu'à travers la fenêtre. J'ai balayé la pièce du regard jusqu'à trouver le manteau de Sophie sur une chaise. Je l'ai ramassé. C'est alors que Claire est apparue. Elle a traversé la pièce avec cette démarche que j'avais admirée pendant 8 ans, assurée et souple. Elle tenait un dossier en carton, épais, fermé par un élastique. Elle est arrivée droit sur moi. Et l'a pressé contre ma poitrine avec force. Tu as assez embarrassé cette famille, a-t-elle dit. Sa voix était calme, répétée. Elle avait préparé son coup. Ce sont les papiers du divorce. Je veux que tu sois partie de ma maison. Demain matin. Derrière elle, Martin s'est avancé. Il souriait. Le sourire d'un homme qui attendait ce moment depuis longtemps. Dis à ton père, se rater, de mettre de l'essence dans son camion de poubelle avant qu'il ne tombe en panne. Sur le chemin du retour. Quelqu'un a ri. Puis plusieurs. J'ai regardé Martin. J'ai regardé Claire. J'ai regardé la pièce. Chaque cousin, chaque oncle, chaque neveu, chaque ami de la famille, chaque personne dont j'avais, d'une manière ou d'une autre, contribué à payer le crédit immobilier ces 8 dernières années. Certains regardaient le sol. D'autres me regardaient comme on regarde un chien. Qui n'est plus utile. J'ai glissé les papiers du divorce sous mon bras. Tu as raison, Claire, ai-je dit. Il est temps. Je suis sortie. Sophie était déjà dans mon camion. Il pensait avoir mis à la porte un simple ouvrier fauché. Il ne savait pas ce qui arrive quand la température chute en dessous de 0. Nous avons roulé 20 minutes sans parler. Sophie avait les genoux remontés contre sa poitrine, le chauffage à fond. Papa, a-t-elle fini par dire. Oui, mon cœur. Je suis désolée, j'ai tout gâché. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Tu n'as rien gâché, ai-je répondu. Tu as rendu les choses plus vraies qu'elles ne l'ont jamais été. Elle s'est endormie. J'ai passé la nuit dans un hôtel à réserver une suite, les papiers du
Divorce étalé sur le bureau. Ils étaient complets, rédigés par un avocat spécialisé dans les divorces à haut revenu. Claire faisait ses recherches depuis longtemps. Elle citait des différences irréconciliables et l'istema, source de revenus comme un simple emploi salarié. Elle ne savait toujours pas, ou elle savait et avait délibérément obscurci la vérité pour limiter ceux qu'elle pensait pouvoir me prendre. Quoi qu'il en soit, à 23h48, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé « Colin » dans le répertoire. 47 noms. J'ai lancé un audit interne complet avec la même patience systématique que celle que j'utilisais pour chaque décision importante de mon entreprise. J'ai utilisé le logiciel de conformité, Aprio. Le résultat a pris 94 minutes à compiler. J'ai bu un café infect en lisant chaque ligne. David Colin, mon beau-frère, avait falsifié des notes de frais de carburant pendant 19 mois, 34 200 € de détournement. Des véhicules de société avaient été utilisés pour 3 vacances en famille. Marcus Colin, à la comptabilité, avait créé des doubles factures sur 6 comptes clients, encaissant la différence via une adresse mail fictive. 61 400 €. Martin Colin lui-même n'était pas sur ma liste de paie, mais était cité comme bénéficiaire de frais de réception clients soumis par David et Marcus, restaurant gastronomique, séjour dans des centres de villégiature. Golf à 400 € la partie. À 3h30 du matin, sur 47 dossiers, 14 présentaient des irrégularités financières flagrantes. Les 33 autres étaient propres, et pour certains, de très bons employés. J'ai séparé les dossiers. Pour les 14 fraudeurs, j'ai tout documenté. J'ai tout enregistré sur le serveur crypté. Puis, j'ai appelé mon avocat, Robert Kane. Il a un visage de limier et n'a jamais perdu son sang-froid de sa vie. Il a décroché à la 3e sonnerie. Très bien, a-t-il dit après m'avoir écouté. Voici ce qu'on va faire. Il a été méthodique. La maison que Claire appelait « la sienne » appartenait à l'une de mes sociétés civiles immobilières, SCI. Le titre était clair, l'hypothèque était payée par l'entreprise et le nom de Claire n'apparaissait nulle part sur l'acte. Il allait lui envoyer une mise en demeure de quitter les lieux. Quand aux 14 employés, ils recevraient leur lettre de licenciement pour faute grave. Le lendemain matin, 3 d'entre eux, dont David et Marcus, seraient dénoncés au procureur pour détournement de fonds. Pas de presse, pas de réseaux sociaux, juste des conséquences institutionnelles, a dit Robert. Vous voulez la justice, pas du théâtre. Je veux les deux, ai-je répondu. Vous les aurez, a-t-il conclu. J'ai dormi 3 heures. J'ai mis mon costume bleu marine pour les réunions d'investisseurs. À 8h30, j'étais dans mon bureau avec vue sur la ville, un café qui valait son prix à la main. À 9h, mon directeur des ressources humaines, James, a commencé à envoyer les lettres. À 9h05, mon téléphone a sonné. Martin Colin. J'ai laissé sonner 2 fois. Daniel? Sa voix était mielleuse. Un idiot a envoyé des lettres de licenciement à la moitié de la famille. On va régler ça, donne-moi le numéro de ton supérieur. J'ai laissé passer 4 secondes de silence. Vous parlez déjà à mon supérieur, Martin. Whittaker Solutions Habitat. Daniel Whittaker, fondateur et PDG. L'audit a révélé des irrégularités financières. David et Marcus sont en cours de signalement auprès du procureur pour détournement. Vous recevrez une notification de mon avocat concernant les 4 notes de frais frauduleuses à votre nom. Un silence de mort. Daniel, s'il te plaît, écoute.
La mise en demeure de quitter le 14 Ashwood Lane a été envoyée. Vous avez 30 jours. Joyeux Noël, Martin. J'ai bloqué le numéro. Mon téléphone a vibré sans arrêt. 12, 20, 31, 47 notifications. Appel, message, menace. J'ai posé le téléphone face contre table. Puis j'ai vu un message d'un numéro inconnu, reçu. À 7h14. On doit se parler. Je sais ce que Claire a fait avant les papiers du divorce. J'ai transmis le message à Robert. Il m'a rappelé avec un nom, Karen Delaney, ancienne assistante juridique du cabinet de l'avocat de Claire. Elle avait démissionné 11 jours plus tôt parce qu'elle refusait de cautionner ce qu'on lui demandait. Elle m'a tout dit. Claire consultait ce cabinet depuis 14 mois. Elle avait cherché à structurer le divorce de manière à dissimuler la valeur réelle de l'entreprise en faisant passer mon rôle pour un simple emploi salarié, afin de réduire la valeur du patrimoine conjugal à partager. Elle avait même déplacé 340 000 € de notre compte joint vers un compte secret ouvert à son nom de jeune fille, par petites tranches pour éviter les contrôles bancaires. C'était la définition même de la dissipation d'actifs. Robert a déposé une réponse amendée à la demande de divorce le 4 janvier, joignant le rapport de 43 pages de l'experte comptable forensique que nous avions mandaté. L'avocat de Claire a immédiatement retiré sa représentation. Elle a dû en trouver un nouveau, Diane Marsh, qui a appelé Robert pour dire « Ma cliente est prête à discuter d'un règlement ». David et Marcus ont été inculpés au printemps. Les 33 employés licenciés sans faute ont reçu des indemnités de départ et des lettres de recommandation. Je ne brûlais pas les innocents par colère. J'étais en colère, mais j'étais précis, ce qui est une combinaison bien plus efficace. Le divorce a été prononcé en mars. Claire a reçu ce à quoi elle avait légalement droit, pas un euro de plus de ce qu'elle avait tenté de voler. Elle vit chez ses parents. Sophie finit sa seconde avec 18 de moyenne et un job d'été dans une paysagiste. Elle et moi dînons ensemble 2 fois par semaine. Nous parlons plus honnêtement que je ne l'ai jamais fait quand je jouais là. Comédie pour une audience qui ne le méritait pas. Whittaker Solutions Habitat a connu le meilleur premier trimestre de son histoire. 12 millions d'euros en cours de signature. Martin a tenté de m'appeler une dernière fois en mars, laissant un message d'excuse pathétique, je ne savais pas qui tu étais. Vraiment, Daniel. Je ne l'ai pas rappelé. La seule leçon que j'en ai tirée, c'est que Martin ne m'a pas traité comme une moins que rien parce que j'étais pauvre, mais parce qu'il pensait qu'il était acceptable de traiter les gens ainsi. Mon argent n'a rien changé à sa morale, il a seulement imposé des conséquences à ses actes. La semaine dernière, je suis allé à un rendez-vous professionnel avec mon Ford F250. Le garde-boue est toujours manquant côté passager. Je me dis à chaque fois que je devrais le réparer. Mais finalement, je crois que je vais le laisser comme ça.